Bonjour Pierre-Michel Menger. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur au Collège de France et je vous reçois aujourd'hui dans le cadre du partenariat entre notre chaîne et le Printemps de l'économie pour lequel vous participez à la table ronde intitulée Les innovations, une chance ou un danger pour l'emploi. Alors d'abord, est-ce que vous penchez plutôt pour l'hypothèse pessimiste ou optimiste ? La science sociale manipule deux types de temporalité. Une temporalité extrapolative, où vous fixez au point d'origine et vous regardez ce qui peut arriver. Et dans cette temporalité-là, vous pouvez penser la catégorie d'optimisme ou de pessimisme en disant qu'est-ce qui va arriver, et vous la colorez subjectivement de vos propres caractéristiques personnelles et de votre propre disposition à prendre ou non des risques. Il y a une autre temporalité qui est celle dans laquelle se situe l'innovation, c'est celle de séquences qui s'ouvrent et se ferment, qui sont en partie imprévisibles et incertaines. C'est celle où l'action peut avoir lieu, mais aussi l'erreur, l'apprentissage. Et celle-là, on ne peut pas simplement en faire un objet d'extrapolation sur le long terme et le temps indéfini. Et si vous voulez appliquer à l'innovation des catégories qui sont précisément l'inverse, c'est-à-dire optimisme ou pessimisme, vous manquez l'idée de rupture, de faux bonds, d'accélération, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est l'appliquer un vocabulaire à un autre monde ne marche pas. Il y a un décalage et je pense que l'innovation sans arrêt nous rappelle qu'il faut accepter la prise de risque, l'incertitude sur le résultat et l'apprentissage en permanence, l'action, l'expérimentation. Et celle-là, elle n'est pas assurée de réussir, par définition. Mais aujourd'hui, de manière plus terre-à-terre, on va dire que faire des caissières, des personnes au péage, qui voient leur emploi menacé par l'automatisation et la robotisation ? Alors, ces emplois-là faisaient partie de la gamme des emplois que les sociologues adoraient décrire comme des emplois dévastés par l'aliénation du travail. Donc, il est assez heureux que des robots se substituent éventuellement à ce type d'emploi, parce qu'ils contiennent énormément d'aspects répétitifs, pénibles, un environnement qui peut être très désagréable, etc. Il faut situer ces emplois dans une liste qui est la liste des métiers qui disparaissent, mais il y a une autre liste qui existe, c'est celle des métiers qui apparaissent sans arrêt. Le marché du travail est un monde en recomposition permanente. Et donc, les métiers d'emploi dans les services, dans la logistique, le transport, les emplois très qualifiés, la santé, etc., ce seront des gisements d'emploi. Et l'affaire n'est pas simplement une question de quelle est la teneur en degré de robotisation d'un emploi, c'est aussi les conditions économiques générales qui permettent la soutenabilité économique de ce marché de services. C'est vrai que leur caractéristique pour l'instant, c'est d'être des emplois à productivité faible ou stagnante, mais j'imagine assez bien que les innovations technologiques vont créer ce que j'appelle le travailleur augmenté. Le travailleur augmenté. Le travailleur augmenté, il va se doter de dispositifs, ce sera un hybride, il aura des outils de travail, même dans les activités de service. Je pense que la notion même de métier peu qualifié ou non qualifié va bouger. Elle est endogène au système sociotechnique, elle n'est pas donnée. Et donc, les innovations se situeront là aussi. Ensuite se pose le problème du prix du travail. Mais sa qualité exacte est mouvante. Mais aujourd'hui, on assiste à une polarisation du marché du travail. Je rebondis sur ce que vous dites. Il y a un gisement d'emploi, mais il s'agit plutôt de métiers à forte valeur ajoutée. Et puis de l'autre côté, on a, de l'autre côté de cette polarisation, des métiers à faible valeur ajoutée. Est-ce que le sociologue que vous êtes peut faire le pari de la disparition des classes moyennes ? Alors, la polarisation des emplois, ça a d'abord été des analyses, il y a une quinzaine d'années, depuis déjà une quinzaine d'années, des analyses sur la distribution des salaires. Et on observait un affaissement au milieu et une montée très forte à un extrême, pour des raisons assez particulières qui sont la demande de métiers très qualifiés ou des secteurs, la finance et aujourd'hui les métiers de haute innovation technologique qui gonflaient terriblement les salaires parce que le marché est mondial, etc. etc. Et de l'autre, à l'autre extrême, ce sont des emplois peu qualifiés, peu payés, avec des perspectives de carrière faibles. Mais les métiers ne se sont pas détruits ou créés à la vitesse où se créent ces polarisations salariales. La question des salaires est donc une question qui dépend d'autres facteurs que la vitesse de destruction ou de création des métiers. La question des salaires, par exemple en France, elle est posée aussi par ce que nous appelons aujourd'hui les classes moyennes. C'est une catégorie statistique qui n'est pas simplement un agrégat de métiers qui serait homogène. En fait, c'est un agrégat de métiers qui sont terriblement hétérogènes et terriblement différenciés en termes de substitution ou non au capital. Mais ce sont aussi des métiers qui sont inégalement exposés à la charge fiscale. Et il y a dans le travail de Landier et Tesma récent un argument très intéressant qui est
On a beaucoup voulu augmenter le salaire autour du SMIC, y compris en baissant les charges. Et donc le salaire net augmentait vraiment en 20 ans de près de 30%, alors que la classe moyenne, c'est précisément celle qui a été ciblée pour concentrer la redistribution, non seulement par l'impôt, mais aussi par la charge sociale sur le salaire. Autrement dit, le coût réel du salaire pour l'employeur, il augmentait dans les classes moyennes, dans les emplois moyennement et très qualifiés, mais la feuille de paye, elle ne bougeait pas tellement. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, et c'est ce qui veut dire que la classe moyenne n'est pas simplement une question d'innovation ou non dans les technologies numériques, c'est aussi une gestion de l'État social français. Et est-ce que dans ce contexte, vous faites le pari que la question du temps de travail va revenir en force, le partage du travail et le temps de travail, est-ce que c'est une question qui va devenir d'actualité dans les toutes prochaines années avec cette polarisation du marché du travail? Moi, je vous proposerai la réponse suivante, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la grande question, c'est autonomie et quantité de travail. Il y a une résurgence de l'indépendance au travail, sous des formes multiples, des statuts extrêmement hybrides, de l'indépendance classique jusqu'à l'auto-entrepreneuriat, etc., avec leur combinaison de précariat et d'autonomie. Et donc, vous observerez que dans les métiers de l'indépendance, dans le monde des indépendants, on travaille beaucoup plus que dans le monde des salariés et on se dit aussi beaucoup plus satisfait. En même temps, il y a beaucoup plus de risques. Mais les ajustements n'obéissent pas du tout à la mécanique du salariat classique. Dans le salariat classique, on a des emplois très qualifiés où on travaille énormément. Quand on a créé la loi des 35 heures, c'était le moment où on a fait apparaître dans les statistiques que les cadres supérieurs travaillaient beaucoup plus que les ouvriers, ce qui était une évolution inverse de l'évolution séculaire du temps de travail. Et donc, on avait une corrélation positive entre la qualité et la quantité d'heures de travail. C'est quand même assez étonnant. Et donc, le seul pays, quand j'ai observé ces problèmes, qui a cherché une solution d'équilibrage du temps de travail dans des enjeux sociaux larges, c'était la Hollande. Mais la Hollande l'a créé parce qu'il y a eu une sorte de compromis au sein des couples entre celui qui travaille à plein temps et celui qui travaille à temps partiel. Ça a été construit comme ça pour absorber le choc du chômage qui était très élevé. Peu à peu, on a créé des dispositifs, mais qui n'étaient pas individualisés sur le seul salarié. C'était géré au niveau de la cellule familiale pour aussi faire entrer les femmes dans le marché du travail, mais pas de la même manière ou l'inverse. Et donc ça veut dire qu'on gère la question du temps de travail aujourd'hui et de plus en plus, on va la gérer par des dispositifs de gestion des risques personnels d'activité dans des carrières qui sont plus discontinues. Et les exemples de multi-activité, de statuts hybrides qui combinent salariat et indépendance, ou de couples qui sont l'un indépendant, l'autre salarié, vont bousculer un peu le raisonnement en termes de temps de travail comme norme uniforme, applicable à tous. Eh bien, merci Pierre-Michel Mengers de cet éclairage sur les grandes questions que pose l'innovation et les liens, les effets sur le marché du travail. Merci. Merci de votre accueil.